Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. L'invité de ce 7e épisode est une invitée, mais ce n'est pas une journaliste. D'ailleurs, pour certains journalistes peut-être un petit peu rétrograde, elle incarne l'ennemi, le rival venu du cyberespace. Mon invitée est en effet une blogueuse depuis 8 ans. Elle a vécu l'émergence de ce média, mais aussi l'arrivée de nouveaux influenceurs, qu'ils soient youtubeurs ou instagrammeurs. Alors, c'est quoi d'être une blogueuse auto aujourd'hui ? On va en parler avec Raphaël Beau du blog miss280chevaux.com. Eh bien, salut Raphaël. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement dans le vif du sujet. C'est quoi ton premier souvenir automobile, Raphaël ? Le premier souvenir automobile, pas facile quand même, mais je me souviens assez bien, assez jeune, des voitures de mon papa, puisqu'il était concessionnaire Renault à l'époque, quand j'étais toute petite, c'est-à-dire Renault, j'avais moins de 5 ans. Et du coup, une fois, il ramenait souvent les voitures à la maison. Et c'est vrai que c'était mes premiers souvenirs automobiles d'aller tripoter les voitures. Donc voilà. Donc concessionnaire Renault, ouais, c'est pas mal ça. Mais il te ramenait c'était l'époque de quoi ? Des R5 GT Turbo, des trucs comme ça ? Il te ramenait des trucs un peu rock'n'roll comme ça ? C'était le début des années 80, donc oui, c'était à peu près cette époque-là. Mais c'était surtout les voitures qui récupérait lui pour faire la liaison avec la concession du coin. C'était rien de fou, mais j'étais déjà collée aux voitures, quoi. Ah ouais, donc t'avais pas droit aux turbos, aux sportives. Après, c'est venu, ça a évolué avec le temps, puisqu'il a changé de marque et il a ramené d'autres voitures plus sympathiques qui m'ont aussi bien plu. Dans le genre. En fait, après, il est passé chez BMW, donc c'était un autre monté en univers. grade. Oui. Bon, par contre, si on parle des souvenirs d'enfance, j'ai surtout beaucoup vomi dans les BMW qu'il ramenait. Ah. J'étais un peu malade de sa conduite dynamique, c'est aussi des souvenirs automobiles un petit peu douloureux. Ah, et malgré tout, ça t'a pas dégoûté de la bagnole ? Non, mais par contre, j'ai toujours un peu le mal du transport si quelqu'un conduit un petit peu trop sportivement. Et par exemple, si je regarde mon téléphone au lieu de regarder la route, ça loupe pas. Au bout de quelques minutes, il vaut mieux que je reprenne le volant, sinon je suis malade. Ouais, je te rassure, hein, moi c'est pareil. Hein, donc, je suis un très mauvais passager aussi. Quand on aime conduire, c'est toujours aussi difficile de passer le volant. Ouais, mais c'est même pas une question d'avoir peur ou non, même avec des gens à qui j'ai parfaitement confiance, c'est comme ça, j'ai pas le pied marin et du coup, même en bagnole, je peux être malade aussi. Oui, c'est la même chose, c'est le mal des transports, c'est pareil sur les bateaux, c'est plus ou moins pareil sur les avions, enfin moins maintenant, mais oui, c'est compliqué, c'est pas agréable en tout cas. Ouais, c'est gênant, surtout quand, comme nous autres, on voyage beaucoup. Bon, dis-moi, ok, t'as grandi avec des Renault et des Bénolé du papa, mais ensuite, est-ce que cette passion, tu l'as entretenue ou est-ce que ça s'est un peu passé, et t'es passé à autre chose et puis t'y es revenu plus tard ? En fait, oui, j'ai complètement mis de côté l'automobile pendant quelques années. J'étais plutôt à fond sur tout ce qui était high-tech, tout ce qui était ordinateur. Et c'est vrai que j'étais vraiment plongée dans cet univers. Et je suis revenue à l'automobile quand j'ai pu vraiment me payer une voiture sympa, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que je pourrais me payer comme voiture sympa, parce que je gagnais plutôt bien ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis réintéressée un peu plus aux bagnoles et aller sur les forums des voitures en question et discuter encore et encore et toujours beaucoup plus, hein, faire des rencontres et ainsi de suite, quoi. C'est comme ça que j'ai replongé dedans. Donc tu as connu la grande époque des forums automobiles alors ? Oui, donc j'étais sur les forums un peu plus high-tech, on va dire des années 2000 à 2005, et ensuite j'ai replongé un peu plus sur l'automobile à partir de 2005 quand je me suis acheté mon Audi TT. Donc ça a été sur les forums Audi notamment pour chercher toutes les informations utiles et pratiques autour de la voiture, et puis rencontrer des gens et puis sortir au rassemblement et ainsi de suite, quoi. D'accord, et donc tu as commencé avec une Audi TT, ensuite t'as évolué, t'as varié, t'es du genre à t'attacher à une voiture un peu comme moi ou alors à en changer tous les 6 mois ?
Alors, pour le coup, l'Audi TT a été un court passage entre mes mains parce qu'elle m'a fait toutes les pannes qu'une Audi TT pouvait être capable de faire, Et globalement. zut, ce podcast ne sera jamais sponsorisé par Audi. Merci Raphaël. Désolée, Audi. Non, mais après, on le savait généralement avec les Audi TT, ça restait un concept car, même sur les modèles qu'on achetait encore à cette époque-là. Et donc voilà, j'ai eu plusieurs pannes, enfin plusieurs petites pannes d'affilée, et ça m'a un petit peu repoussé vers ce qui aurait dû être mon choix numéro un, mais que mon père m'avait fortement déconseillé. Parce que pour la petite histoire, au moment où je cherchais pour la TT, avant je roulais en Clio, essence, tout ce qui est plus classique. Ouais. J'avais déjà eu un petit coup de cœur sur la Nissan 350Z. Ouais. Et mon père m'avait dit non, mais c'est trop gros, c'est trop puissant, c'est une propulsion, c'est trop. C'est pas une bonne idée. Donc C'est je l'avais dangereux cette écouté. traction arrière. Voilà, je l'ai écouté et je me suis dit bon je prends un petit peu plus sage, qui était mon autre coup de cœur depuis sa présentation au salon de Paris, je crois fin des années 90, Ouais. donc l'Audi TT. Donc voilà. Mais donc l'Audi TT est resté avec moi 10 mois, je crois. Et puis au bout de la Xème panne, j'ai fait non, je vais plutôt aller vers les japonaises, c'est un petit peu plus fiable. D'accord. Et donc ça sent vrai que tu es passé à la Nissan Z. C'est ça. D'où la Nissan 350Z que j'ai gardée par contre pas mal d'années. Et puis mon ex-compagnon l'avait aussi, donc je l'ai gardée encore plus longtemps sans qu'elle soit directement à moi. Donc voilà, ça a été une longue période avec. Ouais. En même temps, c'est vrai que c'était sympa comme auto, c'était attachant. C'était une auto qui était super parce que c'est le genre de voiture qui, quand on la démarre le matin, elle donne le sourire. Mhm. Quand on la conduit sous la pluie, elle donne des frayeurs. Mais je ne parle pas de la neige en Alsace l'hiver. Là, c'est encore plus sport. Mais franchement, c'est une voiture qui m'a beaucoup appris sur la conduite en fait. Ah oui. Donc c'est vraiment un modèle. C'est d'où le nom du blog finalement. C'est ce modèle qui m'a un petit peu formé à faire attention à certaines choses qu'on ne fait pas attention quand on roule en Clio, en passant au point, on se doute même pas que ça puisse glisser. Finalement, on y va franco avec une 350Z, on y va un petit peu moins franco, ou du moins il faut s'attendre à avoir des réactions un petit peu différentes. Ouais, évidemment. Bah du coup, c'est bien, t'amènes le sujet du blog. Alors, comment t'en es arrivé à te dire, tiens, je vais me lancer, je vais créer un blog auto. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, pour la petite histoire, j'avais un blog tourisme un petit peu avant, mais que j'avais un peu arrêté par manque de temps et de motivation. Et puis, voilà, je peux continuer à passer toujours du temps sur les forums automobiles. Et puis, je me suis dit à un moment donné que je pourrais partager ce que j'aime à un public un peu plus large que juste les copains sur le forum. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un blog, surtout que je travaillais dans une boîte qui était un éditeur de blog. Donc, une des parties des activités était l'édition de blog. Donc, c'est venu assez naturellement de créer un blog, et donc un blog sur l'automobile, parce que c'était un sujet sur lequel j'aimais partager mes impressions, mes coups de cœur et mes coups de gueule. D'accord, et ça c'était en 2012 donc, hein. Oui, ça c'est 2012 que j'ai lancé ce blog-là. Et alors, donc le blog évidemment il est toujours en ligne, on en a parlé tout à l'heure. Quel genre de contenu on trouve dessus? Alors, on trouve dessus, bien sûr, des essais, puisque ça s'est finalement développé assez tardivement. Il y a de l'actualité, il y a pas mal d'articles sur tout ce qui est marketing, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la publicité, voilà. Et après, ce que j'aime bien, c'est râler. C'est râler, mais c'est aussi partager mes coups de cœur. Donc, ça peut être sur différents sujets. Ça peut être aussi bien un coup de cœur sur un musée automobile qui m'aura beaucoup plu, ou un coup de gueule sur une décision gouvernementale que l'on apprécie tous fortement. Oui, justement, j'allais te poser la question. Effectivement, tu as la rubrique coup de cœur et la rubrique coup de gueule. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup plus de coups de gueule. Comment ça se fait? Parce que tout simplement, je pense pas à mettre les coups de cœur sur tout ce que j'aime, parce que sinon, ça ferait aussi un peu bisounours. Mais par contre, les coups de gueule, ils me viennent très, très rapidement et très facilement. Alors, même si c'est toujours aussi du travail de rédiger un article coup de gueule, mais bizarrement, je suis quand même
un petit peu sanguine sur les bords. Donc, quand il y a quelque chose qui m'agace ou qui me gratouille un petit peu, ou si ça chatouille un petit peu, en général, je sors ma plume et j'écris tout ce que j'ai sur le cœur. Bon, du coup, tu parlais des essais, tu es venu assez tardivement. Justement, ça a été compliqué de se faire reconnaître par les constructeurs, puisqu'au final, évidemment, tu es quand même dépendant d'eux, comme nous tous, pour les essais de voitures. Comment ça s'est passé? Comment c'est venu? Alors ça, c'est un sujet d'ailleurs que j'aborde avec d'autres blogueurs, souvent plus jeunes, ou pas plus jeunes forcément par l'âge, mais plus jeunes dans l'activité, parce que beaucoup me demandent comment j'en suis arrivée aux essais. C'est vrai que c'est une question qui est légitime. Moi, avant qu'un constructeur me propose de venir faire un essai, je ne savais même pas que ça existait. Donc déjà, j'ai pas fait de démarche proactive auprès des constructeurs à venir gratter aux portes et en disant bonjour, je voudrais venir faire des essais avec vous, est-ce que vous pouvez m'inviter? Je n'étais déjà pas au courant de ça et puis c'est pas ma philosophie. Donc moi, je laisse venir et c'est Toyota. Pour ne pas citer de marque, comme ça c'est bien. Audi fera pas d'annonceur, mais Je vais me Toyota faire peut-être. sponsoriser par Toyota, c'est cool, merci. Toyota m'a envoyé un email en disant bah voilà, on a découvert votre blog, ça nous plaît bien, on organise une session avec d'autres blogs. C'est pour essayer la Toyota GT86 sur le circuit du Castellet. Ah, en plus, Je c'est fais pas bah, mal ça. je fais bah ouais, la voiture est sympa sur le Ouais, j'allais dire, Castellet, chez Toyota, t'aurais voilà. plus mal tombé, hein. Oui, oui, enfin, oui, ou pas. Ça dépend de ce qu'on attend. Mais c'est vrai que sur le blog, vu que le blog était un peu plus, au début, un peu plus ciblé sportive, ou du moins, chose un petit peu plus sympa, plaisir, c'est vrai que ça aurait été une Prius, j'aurais peut-être hésité à dire oui. Mais là, sur le coup, en effet, une Toyota GT86. Circuit, en plus, j'en avais jamais fait en tant que conducteur. Ouais. Enfin, conductrice plutôt, mais voilà, c'était vraiment l'occasion et de là, comme souvent ça se passe, quand on est invité par un constructeur, il y en a un autre qui va voir ça et puis il va se dire bah tiens, c'est intéressant ce qui a été fait, ou le personnage ou la cible, moi aussi tiens, je vais peut-être l'ajouter à mon fichier, je vais peut-être l'inviter sur des essais. Et c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement. Alors, il y avait très, très peu d'essais au début et je ne comptais pas vraiment dessus. De toute façon, je faisais le blog sans vraiment, à la différence d'autres personnes qui veulent, dès le départ, quand ils créent leur blog, essayer d'en vivre ou d'en profiter un maximum. Moi, c'était vraiment un loisir. C'était vraiment le côté très passionnel de la chose. Et du coup, j'avais pas d'attente particulière et j'avais pas d'objectif particulier. Donc, les essais étaient un plus. Donc, tout ce qui venait était plutôt du plaisir. Et ensuite, en effet, après Toyota, il y a eu Ford et puis il y a eu d'autres constructeurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont invité. Et alors, comment tu es? Est-ce que ton style d'écriture t'est venu un peu naturellement? Est-ce que tu as un peu tâtonné avant de trouver le ton juste, justement, qui du coup apparemment a plu aux marques? Comment t'as procédé? Quand moi je relis mes anciens articles, c'est juste terrible parce que il y avait pas vraiment de style. C'était vraiment de la discussion comme ce que finalement je pouvais faire sur un forum un petit peu sans trop rechercher, sans faire très très attention à l'écriture. Je savais rédiger puisque finalement je suis quand même j'ai toujours navigué dans l'univers de la communication, donc finalement je sais écrire naturellement, je sais faire des phrases, ce qui n'est pas donné forcément à tout le monde, Ouais, je te mais confirme. le style de 2012 ou 2013 ou même jusqu'à ces dernières années n'était pas ce qu'il est maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je sais un petit peu plus comment écrire, comment oser, comment râler, mais sans que ça soit non plus mal perçu. Voilà, c'est un style qui s'est vraiment affirmé dans le temps. Et je dis pas qu'il est parfait, mais je trouve qu'il a un ton un petit peu plus professionnel, un petit peu plus profond que ce qu'il n'était au tout début du blog. Et alors, du coup, quand t'es arrivé sur ta première présentation, j'imagine que tu t'es retrouvé avec des confrères. Comment t'as été accueilli par les journalistes, on va dire, canal historique, quoi, quand tu as commencé à faire des présentations? Alors du coup, alors pour les premières OP, c'était quand même plutôt du blogueur, donc voilà, c'était un petit peu plus facile d'être intégré, même si je ne connaissais
personne ou presque, et je suis pas forcément, voilà, je suis plutôt timide à la base, donc il a fallu que je me fasse un petit peu violence des fois pour m'imposer aussi et me faire connaître. Et puis après, la rencontre avec les journalistes, les vieux de la vieille, et surtout, oui, les anciens. Les anciens journalistes, c'est parfois, c'est parfois des moments un petit peu atypiques, puisque J'aime bien on cette a des, expression atypique. ouais, C'est ouais, c'est un parce bel euphémisme, ça. oui, non, mais c'est un peu difficile de les qualifier, parce qu'il y a des gens qui m'ont très bien accueilli, mais plus souvent j'étais la bête curieuse, et je pourrais raconter un essai Honda comme ça où j'étais envoyée, d'ailleurs même pas pour mon blog, mais pour un blog de copains pour qui j'écris aussi de temps en temps. Et donc j'étais sur une session de journaliste, mais de journaliste, c'est-à-dire que moi, je pense que je devais avoir 37 ans, j'étais de très très loin la plus jeune. Et j'étais vraiment la seule femme, et en plus très jeune par rapport à la moyenne d'âge qui devait se tourner autour des 55-60, si ce n'est plus. Ouais. Et du coup, j'étais vraiment la bête curieuse. Et quelques journalistes allaient me poser des questions, parce que d'autres copains journalistes leur avaient demandé de me demander. Donc en fait, j'avais l'impression de me retrouver à la cour d'école à 14 ans, quand un tel demande à un tel d'aller demander à un tel quelque chose. Donc il y avait des choses, et puis les questions. Alors les questions étaient souvent les mêmes, mais c'est vrai que c'était toujours assez drôle de voir cette différence, comment dire, l'impression que je pouvais susciter, ou les questions que je pouvais susciter chez les journalistes. Et après, bon, comment les blogueurs sont devenus un petit peu plus fréquents, le plus dur était pas toujours de se faire connaître, mais plutôt d'effacer éventuellement les a priori que ces journalistes-là peuvent avoir sur d'autres blogueurs, parce qu'ils ont trouvé trop pompeux, trop m'as-tu vu, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Sur la nouvelle génération, il y a moins de problèmes, parce que déjà, maintenant, je me suis fait connaître aussi, notamment à travers Twitter, qui est un bon outil pour ça. C'est que finalement, des journalistes qu'on n'a pas rencontrés, mais avec qui on a interagi, comme nous deux, par exemple. Hein, Ouais. à un moment donné, on a très certainement interagi sur Twitter bien avant d'avoir l'occasion de se voir en vrai. Donc, ça a permis de construire les relations, et de ne pas être non plus l'ovni qui débarque. Donc, ça a aussi beaucoup aidé, le fait que plusieurs journalistes me parlent. Ça fait que d'autres journalistes s'interrogent sur qui elle est, et c'est comme ça que je me fais aussi un petit peu connaître dans le milieu. Et alors, donc évidemment, tu es blogueuse, ce n'est pas ton métier, tu as un autre métier. Comment tu arrives à concilier ta vie professionnelle avec ta vie de blogueuse? Je suis en train de rigoler avec mon téléphone, mais je rigole un petit peu jaune, parce que c'est vrai que c'est surtout la problématique du moment, c'est de réussir à trouver le temps pour tout faire. Ouais. Puisque même si, alors moi j'ai j'ai fait le choix de rester à mon compte en freelance dans le domaine du web, ce qui me permet d'avoir une grande liberté de mouvement en semaine pour faire des essais, ou même si j'ai envie d'écrire, comme cet après-midi, d'écrire un article, je le fais l'après-midi, et je travaillerai à un autre moment sur les dossiers de mes clients. Mais c'est vrai que c'est une problématique compliquée entre le côté passion du blog et d'écrire, qui moi me prend beaucoup de temps, parce que je fais ça de manière assez soignée, et je prends le temps de vérifier mes informations, de compléter un maximum, de lire, de relire, de regarder même des fois des vidéos pour être sûr de ne pas raconter de bêtises, puisque ça c'est ma hantise. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps, et il faut quand même trouver suffisamment de temps pour travailler, pour avoir quelque chose à mettre sur les pattes, parce que sinon ça serait des pâtes à l'eau matin, midi et soir. Donc, il faut trouver le juste compromis entre garder du temps pour le blog et travailler assez pour gagner sa vie et pouvoir vivre quand même confortablement, et pas dormir dans une voiture. Ça ferait des ordres quand même. Ouais, en même temps, ça allait jusqu'au bout du concept. Hein. La blogueuse qui vit dans sa voiture, la blogueuse auto qui vit dans sa voiture, pourquoi pas. Mais alors, du coup, est-ce que ta vie professionnelle alimente ta vie blogueuse ou l'inverse? Ou est-ce que tu sépares vraiment les deux? Ça n'a rien à voir, et faut surtout pas qu'il y ait de capillarité entre les deux. Il y a peu de capillarité, puisque finalement mes clients sont dans des domaines divers et variés, et quasiment pas dans l'automobile. Ça commence à arriver un petit peu, je commence à avoir des clients finalement qui sont aussi un petit peu dans l'univers automobile, mais les deux mondes étaient un peu distincts.
Après, les deux se mélangent sans souci et mes clients savent bien que je pars faire des essais automobiles, donc certains jours je ne suis pas joignable et qu'il faut me rappeler un petit peu plus tard. Après, je suis toujours joignable pour les urgences, mais ce qui peut être un petit peu compliqué, en effet, entre midi et deux, en opération, de sortir l'ordinateur portable pour résoudre un problème urgent. C'est pas forcément l'idéal. Et je sais pas, d'un point de vue purement technique, est-ce qu'il y a des pratiques que tu as développées grâce au blog qui te servent dans ta vie professionnelle ou à l'inverse? Finalement, l'écriture, le blog a été un bon exercice pour développer toute l'écriture et toute la technique qui est rattachée au référencement, qui n'était pas forcément mon point fort. Ouais. Et maintenant, du coup, j'ai pu l'appliquer à d'autres clients. Et surtout, il y a des clients qui m'ont fait confiance alors qu'ils ne sont pas du tout dans le domaine de l'automobile, mais parce qu'ils lisent mon blog automobile, donc ils savent comment j'écris. Donc, ils font appel à moi pour des travaux d'écriture divers et variés. Et là-dessus, j'ai des projets sympas. J'ai déjà eu des projets sympas et j'en ai encore à venir. Donc en fait, ton blog, c'est même carrément une vitrine professionnelle, quoi. Oui, c'est devenu une vraie vitrine de mon savoir-faire pour l'écriture. Donc oui, clairement, c'est aussi un des moteurs qui fait que le blog continue à se développer parce qu'il est intéressant pour moi aussi professionnellement. Bon, et alors, les mauvaises langues vont dire que les blogs, c'est saut 2010 et que maintenant, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est Twitch, c'est que sais-je encore. Les podcasts même, il paraît. Alors, dans avec toutes ces nouvelles tendances qui émergent, comment toi, tu vois l'avenir des blogs? Ah, ça, c'est assez drôle parce que la mort des blogs, on l'annonçait déjà en 2010 parce que les premiers blogueurs étaient en 2008, enfin plutôt 2012, je dirais. On entendait est-ce déjà la mort des blogs et ainsi de suite. Donc on est en 2020, les blogs existent toujours. Il y en a toujours pas mal qui se sont développés. Après, certains se sont professionnalisés, sont devenus des médias à part entière, d'autres restent des blogs. Moi, j'observe beaucoup, puisque c'est l'univers, c'est mon univers professionnel aussi, les réseaux sociaux et tout cet univers-là. Je suis assez critique et je suis pas la dernière à pas dire des méchancetés sur des Instagrammeurs qui se prennent en photo et qui essayent de vendre ça à des marques de manière très chèrement payée. Après, par exemple, les youtubeurs, moi, je sais que la vidéo, c'est pas mon domaine de compétences, mais je suis très surprise de la qualité des vidéos que certains copains youtubeurs font et fournissent. Donc voilà, moi, j'observe les tendances. Il y en a certaines, je sais que ça ne va pas durer, ou du moins, ça va s'autoréguler au bout d'un moment. C'est comme tout, en fait. On annonçait la mort des médias papier, il y en a toujours. On annonçait la mort de la télé, pour le moment, on la regarde toujours, et ainsi de suite. Donc, j'aime pas enterrer les technologies trop vite parce que finalement, je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, c'est vrai que les gens aiment de moins en moins lire. Oui. Hein, ils sont de plus en plus, c'est un petit côté fainéant, hein, quand on a une vidéo ou entre regarder une vidéo de 10 minutes ou lire un texte de 10 minutes, la vidéo c'est souvent plus privilégié, mais voilà, c'est pas pour autant que certaines personnes n'aiment pas lire et c'est là aussi où il y a tout intérêt à se différencier des autres supports pour fournir quelque chose qui va rester attrayant pour les lecteurs et pour continuer à survivre. Oui, puis c'est sûr qu'avec l'écrit, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec un post Instagram. C'est clair qu'en termes de profondeur, de densité d'information, on va dire que c'est pas vraiment comparable. Surtout, moi, j'ai un problème avec des réseaux sociaux comme Instagram. Et ça, dès que je me suis créée, parce que je me suis moi-même créé des comptes. D'ailleurs, je suis très mauvaise sur les réseaux sociaux, puisque j'ai finalement des tout petits comptes, mais j'ai jamais voulu les développer plus que ça, parce que ce n'est pas mon envie personnellement, mais Instagram, pour moi, ça a été le réseau de la triche quand ça s'est lancé, et encore plus maintenant, c'est-à-dire que certains Instagrammeurs achètent des fans. Non. C'est même d'ailleurs plus ou moins très, très voyant. Ça n'existe pas, ça. Mais non, ça n'existe pas, les gens ne trichent pas, voyons. Jamais. Jamais. Non, mais c'est vrai que ça m'agace fortement. Ça peut se voir en plus, même sans utiliser certains outils professionnels qui permettent de détecter ce qui est vrai de ce qui est faux. Le bon sens prend vite le dessus aussi quand on observe certains comptes et c'est la croissance de certains comptes. Donc voilà. Donc moi, j'aime pas
je sais pas que je suis complètement anti-Instagram. Il y a des très bonnes choses sur Instagram et je trouve que c'est un très bon complément en termes de vitrine image et ça touche une autre cible et ça peut être très performant dans certains domaines, mais je trouve que c'est pas forcément pareil. C'est pas forcément le même travail que de monter une grosse vidéo ou d'écrire. Et j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut payer 10 000 euros. Une photo publiée sur Instagram, même si la personne a 500 000 ou 1 million de followers, sachant que sur ces 1 million de followers, il y en aura en effet 500 000 qui ne sont pas du tout dans la cible, 200 autres 1000 qui ne verront même pas la photo, et ainsi de suite, quoi. Et les 300 000 restants qui sont faux. Oui, qui sont faux, ou là-dedans, il y a seulement une partie de Français, le reste, ça va être d'autres pays, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est tellement c'est difficile de savoir, et de savoir en plus sur ces réseaux sociaux. C'est la même chose sur Facebook. Les algorithmes sont tellement traîtres que une page qui a 50 000, une page Facebook qui aurait 50 000 fans, on n'est pas forcément sûr que du volume réel de gens qui vont voir une publication postée sur cette page-là. Et on a parfois des surprises au niveau du compteur de fans, de pages qui sont très très remplies, mais qui ont autant de likes sur une publication que des toutes petites pages. Parce que l'algorithme est fait de telle sorte que sur les petites pages, Facebook montre un peu plus de contenu à un peu plus de monde, et sur des grosses pages, il faudrait payer pour que le contenu soit vu par plus de monde. Donc les résultats ne sont pas forcément probants non plus. Oui, ça c'est le problème quand on devient un peu trop dépendant d'une plateforme particulière aussi. C'est ça. Surtout dont on n'est pas maître. Oui, oui. Dis-moi, du coup, t'as jamais eu la tentation de t'essayer un nouveau média? On a parlé de la vidéo, on pourrait parler du podcast, qui paraît-il est très très à la mode, hein. Il paraît qu'on gagne beaucoup d'argent avec les podcasts. Alors c'est pour ça que je me suis mis là-dedans, parce que je me suis dit peut-être que j'allais devenir milliardaire. Donc est-ce que t'as jamais eu envie d'essayer de nouveaux médias comme ça? Tu m'inviteras à manger si tu Voilà, c'est ça, je t'emmènerai faire un tour dans ma Ferrari FXX. Ça marche. Non, alors à vrai dire, j'ai déjà songé à l'aspect podcast, ne serait-ce que pour faire la lecture de mes articles. Parce qu'en fait, comme je suis une bavarde par écrit, je fais des longs articles, et je me dis que pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire, ou la flemme de lire, ou pas l'envie de lire, j'ai déjà songé à enregistrer mes articles en version podcast. Sauf que ça, c'est l'idée. Après, il faut le temps de réaliser. Et là, ça se complique tout de suite un petit peu. Donc, non, c'est pas que j'ai pas envie d'essayer d'autres choses, mais c'est pas évident de trouver le temps pour faire ça, et puis moi je suis un petit peu perfectionniste sur les bords. Tant qu'à essayer de faire quelque chose, on essaye de le faire bien, quoi. Oui, bien poser sa voix et tout, c'est compliqué, j'en sais quelque chose, donc effectivement, voilà, c'est pas facile. Oui, je vais découvrir ça quand je vais m'écouter, quand le podcast sera en libre. Ta voix passe très bien, je te rassure. Dis-moi, les internautes, on va parler un peu des internautes. La plupart du temps, ils sont très gentils et ça se passe très bien, mais il y a toujours une poignée, une infime minorité de gens méchants, quoi, qui se lâchent dans les commentaires. Ils sont peut-être encore plus méchants quand l'auteur du tweet, de l'article, de la publication est une femme. Est-ce que tu as déjà été victime de ce genre de réflexion, on va dire, peu amène, voire franchement choquante? Oui, j'en ai. Alors, je me trouve relativement épargnée par rapport à d'autres personnes. Je pense notamment à une jeune journaliste qui s'appelle Marie-Lisa, qui a des fois des remarques sous les vidéos YouTube où elle apparaît, qui sont vraiment désagréables, bêtes, souvent très bêtes et très méchantes pour rien. Donc moi, je me trouve relativement épargnée, parce que c'est aussi l'avantage du blog, c'est qu'il faut déjà que les gens prennent le temps de lire le blog. Donc ça filtre à l'entrée déjà. Ça filtre à l'entrée et ça élimine déjà les plus bêtes du lot. Après, j'ai déjà eu des altercations et je me suis déjà un petit peu énervée avec ces gens-là. Surtout que j'aime pas me laisser faire, donc en général, je suis assez vindicative. Oui, un petit peu.
Et puis, et des fois, je me venge aussi quand c'est des commentaires bêtes et méchants laissés sur le blog, je les publie sur la page Facebook. Donc, ça fait réagir les autres fans qui me supportent. Et du coup, ça fait du bien parce que ça me calme aussi un petit peu d'avoir des gens qui vont dire mais c'est quoi cet imbécile, faut surtout pas l'écouter, continue ce que tu fais, c'est très bien, machin truc. Donc, ça fait aussi du bien d'avoir une communauté, un soutien. Donc, je me venge aussi des fois de ceux qui ont des mots méchants, blessants. Ça arrive peu, mais c'est vrai que on y met toutes nos tripes finalement, hein, dans ce qu'on fait. Enfin, surtout moi, je ne fais pas à moitié. Donc, Ouais. c'est vrai que des fois, il y a des remarques qui sont un petit peu blessantes et on le prend pour soi parce qu'on n'est pas un média où il y a 50 rédacteurs. C'est notre bébé et quand on l'attaque, c'est jamais très agréable. Ah mais je te rassure, hein, même quand tu fais partie d'une rédaction de 50 personnes et que tu reçois un mail concernant un de tes articles du genre un peu dégueulasse, tu peux pas t'empêcher de le prendre pour toi, même si tu te dis c'est un imbécile, je m'en fiche et tout. Il y a toujours un moment où tu as toujours un gars qui trouve le moyen de trouver la corde sensible, celle qui va juste, il va juste taper là où ça fait mal. Et là, tu te dis mais... Je me souviens de certains tweets sur Twitter, justement, tu en avais partagé comme ça, l'un ou l'autre qui t'avait un petit peu remonté. Et ça, c'est finalement assez courant, hein. Les journalistes profitent des fois aussi de Twitter pour un petit peu relâcher la pression par ce biais-là. Et je ne suis pas la dernière à râler parce que ça fait aussi du bien de s'exprimer. On a besoin de vider ça pour Oui, et pas puis être... faut le tourner en dérision aussi. Oui. Oui, sinon on devient un peu trop fou. Donc, tout le monde dit qu'il faut prendre de la distance par rapport à ça, mais on a beau garder une certaine distance et même essayer de s'exprimer avec une certaine diplomatie avec des gens qui sont parfois un peu vindicatifs, ça fait toujours quand même, ça laisse toujours des traces et ça fait toujours des moments de mauvaise humeur. Et puis, alors, pour peu que la personne publie le commentaire à la mauvaise période, sur des jours où on est déjà stressé, où on a Ouais. déjà eu d'autres contrariétés ou autres, alors là, généralement, c'est le début de la fin. Une fois, j'avais eu un gars comme ça qui, je sais plus, j'avais fait un article sur une Honda je crois que c'était pour Auto Plus. Et alors, faut savoir que les Honda sont de très bonnes voitures, hein, attention, hein, je dis pas le contraire, mais alors, il y a une communauté autour de cette marque qui, je crois, à part chez Tesla, il y en a pas d'autres aussi, comment dirais-je, un espèce de conglomérat. Ils sont tous très soudés les uns aux autres. Et si jamais il y en a un qui a le malheur de dire la moindre chose, un tout petit peu de travers sur la marque, alors là, c'est l'avalanche, quoi. Et j'avais un gars qui m'avait envoyé un mail, et il avait mis tous ses copains en copie de son mail, et j'ai dit, mais pourquoi tu mets tes copains en copie de ton mail, ça sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire, tu te crois, tu frimes devant eux, tu fais... Ça m'avait assez halluciné. C'est arrivé une seule fois, franchement c'était drôle, quoi. D'ailleurs je leur ai dit bonjour à tous tes copains au passage. Mais je m'étais dit, mais c'est tellement pathétique, je m'étais vraiment cru revenu à la cour de récréation, quoi. Ouais, moi j'ai eu un autre cas, et là où c'est plus blessant dans le sens où c'est tellement bête. C'est quelqu'un avait partagé ma photo sur le forum jeuxvideo.com, hein, qui est Aïe, aïe, célèbre aïe. pour d'autres, voilà. Mais pas dans un groupe aussi méchant que Pas dans le 1824. 18-25. Voilà, c'était pas dans celui-là, c'était dans un autre qui parle d'ailleurs d'automobile assez régulièrement. Et voilà, il demande, enfin, je sais plus le message en lui-même, mais c'est vrai que sur le principe, les commentaires qui étaient en dessous de ma photo partagée, c'était à savoir si on me connaissait et si on appréciait ce que je faisais. Et finalement, les messages critiquaient juste mon physique, mon nez, mon sourire, etc. Donc, ça avait été une avalanche de commentaires très sympathiques sur ma tête. Et très mature. Voilà, c'était charmant, ça n'avait pas beaucoup de sens, mais bon, c'est pas grave, c'est un petit peu le jeu à partir du moment où on s'expose, et c'est pour ça que quelque part je respecte aussi les Instagrammeurs parce qu'ils s'en prennent tellement plein les dents. À la moindre photo, il y a tellement de déversement de haine, et c'est pareil sur YouTube. Quand je prends le temps des fois de lire les commentaires sous les vidéos, que ce soit des petits copains ou même d'inconnus. Quand je vois la haine qui se déverse sur ces réseaux-là, ça me donne pas envie en fait de Moi m'y j'ai coller. résolu le problème, j'arrête de lire les commentaires en fait. Oui, mais c'est quelque part un petit peu dommage, puisque l'intérêt des réseaux sociaux, c'est d'avoir une communauté et de pouvoir échanger avec la communauté. Du coup, quand on doit filtrer ce qu'on doit lire, C'est vrai, mais c'est tellement on perd déprimant quelque chose. parfois.
Bah oui, c'est ça. C'est difficile de faire, de devoir faire le choix entre voilà, valoriser la communauté positive, chasser les vilains trolls, essayer de prendre la distance avec ces remarques souvent blessantes. Et voilà, en fait, les gens se rendent pas, enfin, se rendent même plus compte à cause des réseaux sociaux où ils déversent une partie de leur colère sur d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est assez terrible. Pour ceux qui sont derrière et qui s'en prennent plein la tête pour pas un rond. Oui, en fait, c'est peut-être ça. Il faut peut-être se dire qu'en fait, on est un peu les punching balls virtuels de gens qui ont passé une mauvaise journée ou une mauvaise semaine ou voilà, et que en fait, c'est un peu triste. En fait, c'est des gens qui se font un peu pitié quoi quelque part parce que ils en sont rendus là quoi, à poster un commentaire méchant juste pour se soulager quoi. Après, ça a toujours existé et c'est pas nouveau. Moi, j'ai commencé sur le net avec le chat de Caramel, c'était aussi la même chose. Hein. Oui, Donc, caramel. oui, il y avait des gens qui étaient là pour être méchants, qui adoraient être le rôle du méchant, de celui qui allait envoyer les pics et rabaisser, et critiquer, et toujours commenter. Et puis, il y avait ceux qui faisaient avancer la machine. Et le monde a toujours tourné comme ça. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment de révolution, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont donné plus de possibilités à ceux qui aimaient cracher du venin de le faire librement et à grande échelle. Tu es pleine de sagesse, Raphaël. J'essaye. Bon, on va un peu revenir quand même aux bagnoles parce que c'est Oui, quand même un peu le sujet de ce podcast. Donc, on va passer, on va tourner un peu la page des trolls. Salut les gars. Euh, je vais me faire troller après ça, mais c'est pas grave, Ouais, c'est j'assume. ça. Écoute, bon, j'imagine que tu as essayé pas mal de voitures récemment. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus particulièrement? Bah, j'ai un peu du mal je suis un peu cœur d'artichaut pour tout ça. C'est que il y a plein enfin, j'aime plein de choses différentes et je trouve dans beaucoup de voitures des intérêts très, très, très différents. Comme beaucoup de mes confrères, si je devais retenir une voiture qui m'a fait craquer et dont j'ai pris le volant au mois de juin, bah, c'était la fameuse Honda i. Hein. Ouais. Je crois que c'était Eric Fontaine dans un des podcasts précédents qui en parlait, parce que voilà, c'est le genre de voiture loin d'être parfaite, hein, mais tellement Ouais. craquante avec son style, sa technologie. Celle-là, elle est vraiment quelque chose qui était nouveau. Mais je viens en même temps ce soir de publier sur le blog l'essai du Porsche Taycan. J'essaye des voitures très très différentes et j'aime un peu tout. Et je me surprends même à aimer des choses que je ne pensais pas aimer avant. Par contre, je ne suis toujours pas fan des SUV, hélas. C'est un peu problématique dans le Oui, parce qu'il n'y marché a plus que ça actuel, maintenant. mais voilà. Donc, mais voilà, je fais la part des choses entre les bons SUV, les moins bons SUV, ceux que j'aime bien et ceux que j'aimerais très certainement jamais. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de curiosité en fait. C'est aussi ça qui me plaît avec le blog, c'est que je suis quelqu'un de très curieux. Et du coup, j'adore aller essayer des choses et surtout sortir de ma zone de confort Mhm. pour découvrir des univers que je ne connaissais pas. Et moi, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est véhicules électriques, véhicules hybrides, Ouais. même hydrogène, pourquoi pas, parce que ça m'intéresse de comprendre les différentes technologies, les différentes approches, toutes ces évolutions-là et pas rester sur le diesel, c'est mal, l'essence, c'est bien, il faut une sportive parce que sinon, on ne s'amuse pas. Mhm. J'ai un peu dépassé ça, j'essaye de dépasser ça surtout, même si c'est toujours plus plaisant d'aller essayer une voiture sportive, hein, on va pas se leurrer, mais je m'amuse des fois tout autant avec des petites voitures à faire. À rouler voilà, tranquillement et de manière très plaisante avec des voitures dont j'aurais jamais pensé que ça pourrait me plaire de rouler avec, quoi. Et alors justement, t'as des exemples comme ça de voitures qui t'ont surprise en bien? Bah, en disant cette phrase-là, je rigolais. Alors, ça va faire plaisir à Mitsubishi avant éventuellement qu'il quitte l'Europe un petit peu dans quelques années. Mais j'ai essayé la Space Star au mois de juin, alors sur une petite boucle. Et je me suis dit, une voiture à 11 000 euros, ça ne peut pas être une voiture sympa à conduire. Et finalement, avec la boîte manuelle, bah, c'est pas forcément plus mauvais qu'autre chose. Je me suis bien amusée en fait. Avec les petites voitures, finalement, on pousse.
le curseur un petit peu plus fort. Finalement, on conduit parfois plus dynamiquement avec des petites motorisations qu'avec des plus grosses, parce que avec les plus grosses, on perd le permis en deux tournants dans une forêt, et on prend des risques qui ne sont pas sages, on va dire. Mais avec des petites voitures, on peut s'amuser à des vitesses beaucoup plus raisonnable et tout en poussant un petit peu la voiture à ses limites, et finalement on s'éclate bien avec ça. Oui, en tant que propriétaire, enfin ex-propriétaire d'une 205 Junior de 45 chevaux, je ne peux que confirmer tes propos. Oui, et on ne parle pas en effet de tout ce qui est un petit peu ancienne voiture, parce que ça c'est encore un domaine différent. Alors ça c'est un domaine par exemple où je ne suis pas bonne, c'est pas mon domaine de compétence, mais parce que les copains m'en parlent beaucoup, je m'intéresse de plus en plus à tout ça aussi. Donc, je regarde le futur, je regarde le passé aussi. Je finis par manquer de temps. Les journées, elles font que 24 heures. Je porte une réclamation, s'il vous plaît. J'aimerais bien que les journées fassent 48 heures. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien. T'as eu l'occasion d'essayer justement des anciennes ou des Youngtimer ou au moins en passagère? Oui, en passagère, j'ai déjà fait et ça me plaît. Moi, j'avais un coup de cœur, une voiture qui m'avait toujours plu et j'ai beaucoup aimé pouvoir la réessayer, on va dire. C'était la BMW Z1. Ouais. La Z1, elle est super. Moi, j'avais toujours craqué pour ses portes. Ouais, Voilà. c'est mythique ça. D'ailleurs, c'est le genre de véhicule qui n'est plus possible de produire maintenant, mais ça serait tellement bien d'avoir des choses un peu sur cet esprit-là, ça serait tellement sympa. Mais voilà, les normes ayant évolué, c'est même pas en rêve qu'on en retrouvera des portes qui fonctionnent de la sorte. Mais bon, si, mais il les voudrait sur un SUV. un peu comme les SUV cabriolets. Ouais, voilà. Ou tu sais, un Ford Bronco, tu peux avoir des portes, tu peux démonter les portes et tout, ce genre de choses. Oui, ou avec le Wrangler. Mais le seul Avec problème, le c'est Wrangler. que typiquement, le Wrangler, on peut en effet enlever les portes, sauf qu'on ne peut pas rouler sur route ouverte avec les portes enlevées. C'est dommage. Ah, j'ignorais ça, tiens. Non, on peut rouler sur terrain privé, mais a priori, sur route ouverte, ce n'est pas possible. Alors, En tout cas, pas en France. j'espère que l'attaché de presse de Jeep va pas râler parce que j'aurais dit une bêtise, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est le cas. Bon, on aura la réponse assez rapidement, je pense. Bon, eh bien, écoute, Raphaël, tu sais que ces épisodes, je les conclus traditionnellement avec 4 questions à mon invité, qui ne va évidemment pas y couper. Oui, j'ai un peu triché, j'ai essayé de travailler un petit peu sur certaines, mais il y en a certaines où j'ai toujours pas les réponses. Donc c'est du freestyle. Écoute, c'est très bien, c'est là qu'on est le meilleur en général. Alors, tu es comme nous, j'imagine, tu fréquentes énormément les sites d'annonces. Quelle est ta dernière recherche auto? Alors, d'habitude, j'évite les annonces parce que j'évite la tentation. C'est un peu comme aller sur les sites de la Fnac ou autre pour aller regarder les téléphones. Forcément, au bout d'un moment, on va mettre dans le caddie et on va acheter. Donc, c'est le but. C'est de pas trop y aller. Je ne le fais que quand j'ai vraiment un projet de changer de voiture. Mais là, du coup, c'est un peu le cas. Je commence à me dire que je me séparerais bien de ma voiture et que je me demande ce que pourrait être la suite. Donc, la recherche, puisque j'avais dû passer à une voiture beaucoup plus raisonnable donc c'est pas une voiture drôle, c'est une voiture plus pratique. Donc, je me suis dit, est-ce que je ne partirais pas sur une voiture un peu moins raisonnable? Donc, j'ai recherché il n'y a pas longtemps de retour la Nissan 350Z. Alors, je ne dis pas d'ailleurs merci à la chaîne YouTube de Villebrequin parce que c'est à cause d'eux. Ils ont fait une vidéo à ce sujet-là. Et quand je les ai vus prendre les ronds-points en travers, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ça me manque beaucoup. Donc voilà, on trouve maintenant des 350Z d'occasion, un petit budget. Et pourtant, c'est des voitures qui sont globalement très fiables. Alors si elles n'ont pas été tunées, modifiées ou trop malmenées, mais si elles sont encore à peu près dans des états d'origine, ça peut être pas trop cher et intéressante parce que vraiment, c'est le genre de voiture très très fun à conduire. Enfin, moi, j'adore. Ouais, mais j'avais hésité même à en acheter une à l'époque, il y a une dizaine d'années. J'avais acheté une 325 BMW finalement, mais à un moment, je m'étais posé la question d'une 350Z parce que à l'époque, on en trouvait des belles autour de 20 000, entre 20 et 25 000. Quoi. Ça commençait à devenir accessible et j'en avais emprunté je sais pas combien en parc presse d'ailleurs. Tu sais, le mec pour qui veut vraiment être sûr, est-ce que c'est vraiment bien? Non, il y en a même maintenant entre 10 et 15 000. C'est pour dire que ça devient encore plus abordable. J'avais regardé aussi, je m'étais posé la question, est-ce que je pourrais trouver, alors un autre de mes voitures, enfin une autre
autre voiture que j'aime beaucoup, c'est la Mustang. Donc j'ai regardé la Mustang, que ce soit en EcoBoost ou en V8, mais elles sont encore un petit peu, un peu trop hors budget pour être. Ouais, ça tient pour la être cote, ça, j'ai raisonnable. l'impression. Hein. Oui, un peu trop à mon goût. Mais bon, je pense, mais c'est vrai qu'au début, enfin, il y avait une telle demande que, en gros, les modèles d'occasion étaient plus chers que les neufs. Après, bon, les modèles d'occasion restaient assez chers parce qu'en neuf, il y avait 20 000 euros de malus. Bon, maintenant, je pense qu'il doit y avoir quand même, on en croise quand même pas mal dans la rue, donc je pense que ça va un peu à mesure que ça se répand, forcément, la loi de l'offre et de la demande fait que les prix vont finir par baisser. Mais, Ouais. mais c'est vrai que oui, c'est une voiture qui sort de l'ordinaire. Mais ça décode pas très très vite en effet pour des modèles qui commencent quand même à avoir quelques années au compteur. Donc non, mais c'est vrai que c'est voilà, mais il faut regarder de temps en temps les annonces, ne serait-ce que pour avoir une idée de ce qui se demande sur ces voitures-là. Pour pas louper le coche, sait-on jamais, parce qu'il y a des fois, c'est ce qui se passe avec les Young Timers, hein, on attend un peu trop le mauvais moment, le moment où elles sont au plus bas, on aurait pu les acheter, et puis on attend, et puis quand on veut les acheter, elles sont remontées de nouveau parce qu'il y a de nouveau une cote d'amour pour ces modèles-là. Donc, On m'en parle pas. Hein, ça, je me souviens encore de l'époque, il n'y a pas si longtemps, où les coupés Berton Alfa Romeo se touchaient. Allez, on va dire qu'on en avait un très correct pour 12 000 euros. Maintenant, en dessous de 25 000, il n'y a rien. Et à l'époque, j'avais hésité furieusement. Je m'étais bien renseigné, même auprès de propriétaires et tout. Et puis au bout d'un moment, j'avais dit non, c'est pas raisonnable et tout. Mais en fait, c'était très raisonnable. J'aurais dû les acheter à cette époque-là et la revendre même 3 ans plus tard. J'aurais fait des bénéfices. Alors, avec une machine à voyager dans le temps, on deviendrait tous milliardaires. Hein. c'est un peu ça, c'est qu'on aurait tous acheté une NSX ou quelque chose dans ce genre-là, et on serait riches maintenant. Et ça, c'est drôlement bien, ça. Oh là 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 là. Ton meilleur souvenir de road trip, Raphaël? Euh, Ça, c'est la question un peu plus difficile parce que finalement, en road trip, il y a des road trips un peu spontanés et puis il y a ceux qui sont préparés parce que dans les grands classiques, il y a le road trip américain qui est toujours plaisant, mais presque un peu trop cliché. Non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé découvrir finalement, c'est certaines routes en Autriche, parce que forcément, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je vis en Alsace, donc j'ai tendance à aller de l'autre côté des frontières pour voir les jolis paysages qu'il y a, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou en Autriche. Et c'est vrai que dans ces pays-là, il y a des routes magnifiques, Ouais. des cols magnifiques, avec des panoramas à couper le souffle. Donc, il n'y a pas toujours besoin d'aller très très loin. Donc, c'est pas toujours des road trips très compliqués, mais c'est ces sorties-là, parfois toutes simples, mais qui font tellement du bien. On a l'impression de partir loin et en fait, on est à quelques centaines de kilomètres de la maison. Ouais, et même plus près que ça encore, t'as la route de la crête de la Forêt Noire qui est absolument magnifique. Oui, j'aime beaucoup cette route aussi. J'ai déjà pris quelques fois, enfin, du moins des tronçons. C'est des coins qui sont superbes et vraiment, en effet, à moins d'une heure de route de chez moi. Ah, j'ai souvenir il n'y a pas très longtemps d'Audi qui avait organisé des essais Oui, avec TT R8. et R8 là-bas. Et voilà, une R8 sur la route des crêtes de la Forêt Noire, c'est magique. C'est absolument magique. Le seul problème, c'était la météo. Oui, mais alors c'est là justement que j'ai découvert que l'Audi R8 avait une excellente tenue de route sur le détrempé. C'était même plus du mouillé, c'était carrément du détrempé. J'avais l'impression de conduire un sous-marin, mais extraordinaire justement. Certains ont eu la neige et le brouillard, donc surtout sur cette route-là, le brouillard est souvent très, très, très important. Oui, Donc c'est vrai. C'est vrai qu'on a eu aussi le brouillard, oui. Il y avait des moments où il fallait qu'on soit genre à 10 à l'heure parce que je voyais à peine plus loin que le bout du capot. Raphaël, ton garage idéal, sans limite de budget, 4 voitures, faut quand même que ça s'intègre dans ton style de vie. Il y a des voitures qui sont évidentes parce que c'est des gros coups de cœur. Une Nissan 350Z, d'accord. Alors, oui, elle pourrait, mais non, non, il n'y aurait pas la 350Z, il y aurait la GTR. Ah ouais, là, le cran au-dessus. Ah ouais, mais moi, quand la GTR a débarqué en France, j'étais comme une folle et j'étais, en effet, dès qu'il y avait quelque chose, c'était un sujet qui revenait très, très régulièrement sur le 1280 chevaux en 2012, justement. Hein, la GTR, c'était à peu près tous les 4-5 postes, à peu près. Une vidéo, une info, voilà. Tout y passait. Donc oui, j'ai eu un gros crush pour cette voiture-là et ça reste une voiture que j'aimerais bien dans mon garage puisqu'en fait, je suis quelqu'un qui aime bien les voitures qui sont
qui sont sympas, plaisir, mais qui sont aussi pratiques. Parce qu'avoir une voiture qui est absolument pas pratique au quotidien, ça me plaît pas. Donc la GTR, elle est géniale, elle a 4 places, elle a un coffre et elle a un gros moteur. Que demander de plus? Et une très bonne tenue de route et de très bonnes performances. Tu as eu l'occasion de l'essayer? J'ai eu l'occasion d'en conduire. Alors, pas dans le cadre des essais automobiles, plutôt avec des copains donc dans le domaine privé, mais sinon, non, je l'ai même pas empruntée en parc presse. À chaque fois que je la veux, elle est soit pas dispo, soit elle était sortie du parc presse parce que c'était la période de renouvellement, donc j'ai un peu arrêté. Un jour, peut-être, j'arriverai à mettre la main dessus pour vraiment en faire un essai complet et pouvoir publier un essai sur MIS parce que du coup, ça manque. C'est le comble. Hein. Il n'y a pas d'essai de 350Z sur 1280 jours. C'est assez paradoxal. Hein. Non, après, dans le garage idéal, alors il y aurait la voiture quotidien, vraiment, pour sortir tous les jours, ce serait la Mustang V8, tout simplement. Hein. Ouais. Je suis pas forcément des choses hors budget, mais après, la NSX, la nouvelle génération de Honda NSX, elle m'a aussi beaucoup fait de l'œil. Alors, tu verras, c'est très japonais. Il y a Ford quand même, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de japonaises. Et justement, je me cherchais une européenne pour compléter la liste, mais il y en a trop. Il y en a trop. J'arrive pas à choisir ce que j'aimerais. Est-ce que ça serait une italienne? Est-ce que ça serait une allemande? Le cœur balance pour la suite. Bah ouais, mais là, je suis désolé, j'en ai que 3, il m'en faut une 4e. Là, faut que tu choisisses maintenant. Là. Sans limite de budget et sans restriction. Je pense que ça serait quand même peut-être la seule young timer, du lot, ça serait une Ferrari F40. Ah ouais. Tant qu'à faire. La voiture de poster, quoi. C'est ça, c'est celle que j'ai en miniature dans un de mes cartons de déménagement en cours et qui retrouvera une place sur une étagère après mon déménagement. Mais oui, c'est la miniature par excellence qu'on a tous eu dans sa chambre. Bah oui, on est à peu près de la même génération, donc effectivement, c'était la voiture qui nous faisait briller les yeux, qui était... Voilà, plus encore que la McLaren F1 qui est venue un petit peu après. C'est vrai que la F40, c'était vraiment ou sinon, c'était la Diablo. La Diablo, ouais. Ou la Testarossa. Oui, aussi. La Testarossa aussi. J'avais une miniature de la Testarossa. C'était quand même une caisse qui avait une gueule de taré, quoi. Oui, mais des voitures comme ça, il y en a énormément, en fait. C'est pour ça que c'est quasiment impossible de choisir. Ah bah oui, c'est ça justement qui fait l'intérêt de ce cas de voiture, hein, c'est qu'il faut se torturer un peu les méninges là. Bon, et si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quand même pas une 350Z. Non. Non, elle est vraiment sympa, mais ce serait pas la voiture. Mais alors jusqu'à la fin de mes jours, c'est quand même difficile comme question parce que qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ça serait pas maintenant de l'électrique avec les évolutions qu'elles ont maintenant? Mais pour le moment, il n'y a pas de modèle qui soit tellement parfait. L'électrique, il y a des trucs qui sont super en électrique, hein, mais tu vois, même une Porsche Taycan, même une Model S, moi je trouve qu'il manque toujours un truc, quoi. Moi, je suis probablement un vieux dinosaure, hein, mais le son d'une mécanique, et là on parle de la caisse la seule dans laquelle tu auras le droit de conduire jusqu'à la fin de tes jours, donc il faut quand même que ça soit un truc qui dégage quelque chose, quoi. Ouais, en fait, je vais rester dans mon côté un petit peu raisonnable, mais qui fait du bien aux oreilles. Et ça, je le vois, puisque j'ai un ami qui en a une Mustang V8. Et rien que le bruit du démarrage du moteur, moi, ça me donne le sourire. Ouais, c'est-à-dire que je peux être triste, je peux être énervée. Je me mets derrière le volant, le moteur démarre, j'ai le sourire qui s'esquisse au coin des lèvres. C'est du plaisir. Donc non, c'est vrai que c'est peut-être la voiture qui reste raisonnable, puisque le but c'est pas non plus de se ruiner en essence. Et je trouve que c'est le genre de voiture qui pourrait accompagner un long moment et en plus qui serait normalement suffisamment fiable pour durer. Parce qu'il y a des voitures qui ne dureront jamais autant de kilomètres. Et nous ne citerons aucune marque. T'es tellement terre à terre, là. Tu vois, moi, je pars dans des délires comme ça. Moi, je veux des réponses, tu vois, qui font rêver. Et toi, tu restes terre à terre. Tu vois, c'est pratique, c'est fiable, ça consomme pas trop.
Moi, je suis très, très pragmatique je suis pas une rêveuse et je ne suis pas non plus dans la fantaisie. Je suis vraiment très terre à terre pour je tout vois ça. ça, je vois ça. Un défaut, mais bon. Bon, écoute, Raphaël, c'était super. Merci d'avoir participé. Où est-ce qu'on on te retrouve sur le blog miss280chevaux.com. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On me retrouve sur tous ces réseaux-là pour suivre des actualités, sachant que j'essaye de varier les publications. Les publications sur Twitter ne sont pas forcément les mêmes que ce qui est partagé sur Facebook, qui ne sont pas les mêmes que ce qui est partagé sur Instagram. Le but, c'est de donner des compléments d'informations un petit peu à différentes cibles. Et comme ça, on est obligé de te suivre sur toutes les plateformes. C'est bien vu, bravo. C'est ça, il me faut des followers, j'ai pas les gros comptes, alors suivez-moi s'il vous plaît. Écoute, tu me diras combien t'en auras gagné avec cet épisode-là, hein, que j'ai un peu une idée de mon audience. Hein. On verra ça, on fera un point. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. À bientôt. Merci à toi, Vincent. Ciao. À bientôt, au revoir. Voilà, c'est la fin de ce 7e épisode d'Histoire d'Auto. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez ce podcast sur toutes les grandes plateformes. Et d'ailleurs, si ça vous a plu toujours, n'hésitez pas à laisser une note, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et ça permettra peut-être à d'autres gens de découvrir ce petit podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, @Histoire d'Auto au pluriel. Sur Facebook, il y a aussi une page, podcast Histoire d'Auto. Et vous pouvez également me contacter par mail, histoiredauto, toujours au pluriel, @gmail.com. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. A bientôt et bonne route, ciao.